Hélène venait d'engager un architecte pour faire disparaître la part la plus sombre de sa conscience. Imaginez-vous vous réveiller dans un monde où la blessure la plus profonde de votre âme a tout simplement disparu, tandis que votre corps continue de saigner en silence. C'était précisément la promesse de la clinique L'Oubli, un bâtiment minimaliste, niché au cœur d'un quartier chic parisien, où le verre et l'acier semblaient vouloir dissimuler la nature obscure de ce qui se passait à l'intérieur. Assise dans un fauteuil en simili-cuir d'un blanc si éclatant qu'il lui brûlait les yeux, Hélène sentait l'air froid et stérile caresser sa peau, tandis que le monde extérieur continuait de tourner dans une orbite chaotique dans laquelle elle ne voulait plus se trouver. La procédure d'ablation synaptique était présentée comme l'évolution ultime de la psychothérapie, une intervention neurochimique qui transformait le traumatisme en une page blanche. Mais ce que personne ne mentionnait dans les brochures sur papier glacé, c'était le prix invisible à payer, devenir une étrangère à soi-même. La lumière du bureau était diffuse, sans angle ni arête, conçue pour induire un état de relaxation alpha, facilitant la manipulation des neurotransmetteurs. Lorsque le docteur Moreau, un homme aux mains glacées et aux paroles précises comme un scalpel, approcha les électrodes de ses tempes, Hélène ferma les yeux et abandonna le reste de son humanité à la machine. Elle entendit un bourdonnement grave, un son qui évoquait un essaim de 1000 abeilles métalliques s'activant dans une ruche électrique à l'intérieur de son crâne. Les neurosciences expliquent que nos souvenirs sont encodés par des protéines dans des synapses spécifiques et à cet instant précis, une impulsion d'énergie dirigée vers son lobe temporal désintégrait littéralement les ponts moléculaires qui maintenaient l'existence de son fils dans son esprit. 1, 2, 3 secondes d'une pression indescriptible derrière les yeux, puis le vide. Un silence si profond qu'il semblait que l'univers lui-même ait retenu son souffle. Quand elle ouvrit les yeux, le visage du médecin était là, flottant dans un sourire professionnel, mais Hélène ne savait pas pourquoi elle pleurait. Elle ne ressentait pas de tristesse, seulement une absence géométrique, comme si une partie de son cerveau avait été remplacée par un bloc de marbre froid. En quittant la clinique, le soleil parisien lui parut d'une autre couleur, une saturation exagérée qui agressait ses sens, désormais sans protection face au traumatisme. Elle marchait le long des rues pavées, observant les passants comme des ombres dans un vieux film. Le trajet jusqu'à son appartement, qu'elle avait parcouru des milliers de fois le cœur lourd d'angoisse, n'était plus qu'un simple exercice physique. La douleur lancinante de passer devant le magasin de jouets au coin de la rue avait disparu, tout comme l'oppression qu'elle ressentait à la vue de jeunes gens de son âge riant dans des cafés bruyants. La technologie avait tenu sa promesse. Le monstre avait été vaincu, mais en gravissant les marches de bois grinçantes de son immeuble, Hélène réalisa que le silence dans sa tête commençait à être comblé par un bruit de fond, une sorte de statique somatique émanant de ses propres entrailles. Le cerveau peut être trompé par une anesthésie chimique, mais le système nerveux périphérique conserve la trace de chaque larme versée comme une cicatrice invisible sur le tissu nerveux. En ouvrant la lourde porte en chêne de sa maison, un parfum de lavande et de vieille poussière l'enveloppa. Mais la familiarité des lieux lui semblait désormais comme une pièce de théâtre dont elle ne connaissait plus le texte. Hélène entra dans la pièce et ressentit une envie soudaine de se diriger vers le fauteuil à bascule près de la fenêtre. Mais arrivée à destination, elle se figea. Son regard parcourut le sol, les murs, le vide ambiant, cherchant quelque chose qui, elle le sentait, devrait être là, mais que son esprit refusait de nommer. C'est ce que les scientifiques appellent une dissonance cognitive profonde. Le corps se prépare à une étreinte, à un cri, à un fardeau, mais l'esprit ne trouve que le néant. Elle s'assit dans le fauteuil et commença à se balancer, un mouvement rythmé et hypnotique qui aurait dû lui apporter la paix, mais qui ne fit qu'amplifier le sentiment d'être un fantôme hantant une maison qui n'était pas la sienne.
Le tic-tac de l'horloge murale semblait compter les secondes d'une vie qu'elle ne reconnaissait plus comme la sienne, et chaque battement résonnait dans sa poitrine comme un rappel que le temps ne peut être modifié sans que la réalité elle-même ne se fragmente. La soif la poussa vers la cuisine, un espace impeccable où le marbre scintillait sous la lumière de fin d'après-midi. D'un geste machinal, elle prit la bouilloire et la remplit d'eau fraîche, écoutant le bruit du liquide frappant le métal avec une clarté troublante. Sans réfléchir, ses doigts cherchèrent dans le placard 2 tasses en porcelaine bleue, ses préférées. Elle les déposa sur le plan de travail d'un clic sec. C'est à cet instant que le monde cessa d'avoir un sens. Hélène fixa les 2 tasses. Pourquoi 2? Elle vivait seule. Elle avait toujours vécu seule, n'est-ce pas? La réponse logique était là, gravée par la clinique. Oui, vous êtes une femme indépendante qui vit pour son travail et sa propre tranquillité. Mais ses muscles, ses tendons et la mémoire motrice de ses mains racontaient une autre histoire. Ses mains connaissaient le poids exact de cette seconde tasse. Ses yeux cherchèrent par pur réflexe la taille de quelqu'un qui devait se tenir de l'autre côté du plan de travail. Le vide informationnel s'ouvrit devant elle comme un abîme noir. Elle ressentit un violent vertige, une nausée qui lui monta de l'estomac et lui étreignit la gorge, l'odeur de la tisane à la camomille, lui rappelant soudain celle d'un hôpital ou d'un enterrement. Elle reposa la 2e tasse d'une main tremblante, mais le mal était fait. Le doute avait été semé dans le terreau fertile de son subconscient. Hélène se mit à errer dans l'appartement, touchant les objets comme pour déchiffrer en braille l'histoire effacée de sa mémoire. Elle effleura du bout des doigts les tranches des livres sur l'étagère et s'arrêta devant un espace vide où manquait un volume. Qu'est-ce qui pouvait bien s'y trouver? Un album photo? Un livre d'histoire pour enfants? Elle n'en savait rien, mais ce vide semblait posséder une masse physique, une gravité qui attirait toute la lumière de la pièce. Les lumières parisiennes commençaient à décliner et les ombres de la nuit s'insinuaient dans les recoins de la maison, métamorphosant les meubles familiers en formes menaçantes. Elle se retrouva face au miroir du couloir et ne reconnut pas l'éclat de ses yeux. Ce n'était pas l'éclat du bonheur, mais l'éclat vitreux d'une poupée de porcelaine dont on aurait arraché le mécanisme de douleur. Au bout du couloir obscur, une porte demeurait close, sentinelle de bois qui semblait garder un secret que le reste de la maison refusait de révéler. Hélène s'approcha de la porte à pas lents, presque inaudible. Elle savait, ou du moins croyait savoir, qu'il s'agissait d'une simple chambre d'amis rarement utilisée. Mais en touchant la poignée froide, une décharge électrique lui parcourut le bras. Un réflexe de rejet biologique si puissant qu'elle recula de 3 pas, le cœur battant la chamade comme si elle venait d'assister à une catastrophe. La porte était verrouillée, et elle n'avait pas la clé. Du moins, c'est ce que son esprit, nettoyé par la clinique de l'oubli, voulait lui faire croire. Une sueur froide perla sa tempe lorsqu'elle réalisa que la clinique avait peut-être effacé les fichiers, mais avait oublié de formater le disque dur de son âme. Avez-vous déjà eu l'impression d'être observé par une part de vous-même que vous avez tenté d'anéantir, comme si un secret hurlait au cœur de votre silence? Partagez votre avis ci-dessous. Pensez-vous que notre identité se forge à partir de nos souvenirs, ou au contraire, que nous sommes précisément définis par les blessures que nous essayons d'oublier? Hélène retourna dans sa chambre, épuisée par une lassitude non pas physique, mais existentielle. Elle s'allongea et glissa sa main sous l'oreiller, un geste instinctif en quête de sécurité. Ses doigts effleurèrent quelque chose de métallique, petit et froid. Tirant l'objet à la faible lueur de la lampe de chevet, elle aperçut une vieille clé, ornée d'un ruban rouge usé par le temps. Un mot manuscrit était attaché au ruban, d'une écriture qu'elle reconnut aussitôt comme la sienne, mais d'une Hélène qu'elle ne connaissait plus. Le mot disait simplement « Ne crois pas au soulagement. La vérité réside dans ce que tu ne peux plus voir. » À cet instant, un bruit étouffé, comme quelque chose qui tombe et se brise, résonna à l'intérieur de la pièce fermée à clé. Elle n'était pas seule dans cette maison. L'oubli n'était que la peau recouvrant une infection qui était sur le point d'éclater.
L'appartement semblait s'être agrandi de plusieurs mètres dans toutes les directions. Un étrange phénomène qu'Hélène ne pouvait expliquer, mais qu'elle ressentait au plus profond d'elle-même. Le silence, qui avait été un refuge, s'était mué en une présence pesante, un hôte indésirable, assis à ses côtés sur le canapé de velours bleu. Elle se dirigea vers la cuisine, le bruit de ses pas sur le parquet résonnant comme des tambours dans une cathédrale déserte. Un brouillard persistait dans ses pensées, ce que le docteur Moreau avait appelé « ajustement synaptique », mais qu'Hélène percevait comme si l'on avait effacé des pans entiers de son âme, ne laissant derrière eux que des traces de graphite et une odeur de papier brûlé. Elle remplit la bouilloire, observant l'eau couler avec une fascination hypnotique. Le bruit du liquide frappant le métal était cristallin, trop net, comme si tous ses sens s'étaient aiguisés pour compenser le trou noir qui existait désormais dans sa mémoire. En attendant que l'eau bouille, Hélène ouvrit le placard du haut. Ses doigts, guidés par un réflexe qui échappait à toute réflexion, cherchèrent 2 tasses en porcelaine. 2. Elle les posa côte à côte sur le plan de travail en marbre froid, avec une précision quasi mathématique. Le monde s'arrêta. Hélène fixa ses tasses. Pourquoi 2? La question résonna dans sa tête sans trouver de réponse, seulement un mur de silence. Son cerveau, façonné par la clinique L'Oubli, lui disait qu'elle était une femme qui appréciait la solitude, une professionnelle dévouée revenue par choix dans une maison vide. Mais ses mains, ses bras, le rythme de son cœur racontaient une autre histoire. Ses mains regrettaient la présence d'une autre personne à ses côtés. Ses oreilles aspiraient au son des rires qui auraient dû jaillir du salon. Son odorat cherchait désespérément un parfum de santal introuvable. Elle ressentit une nausée soudaine, un vertige qui la fit s'agripper au comptoir. Les neurosciences du traumatisme nous apprennent que le corps est une archive biologique implacable. On peut effacer le fichier de la mémoire épisodique, mais le logiciel de l'instinct et de la routine continue de fonctionner en arrière-plan. Hélène éprouvait une violente dissonance somatique. Son estomac se contracta dans un spasme de désir, pour quelque chose d'indéfinissable. Elle regarda la 2e tasse et, une fraction de seconde, une image lui traversa l'esprit. Un jeune homme aux larges épaules, de dos, riant en essayant de réparer la radio de la cuisine. L'éclair fut aussi bref qu'une brûlure. Lorsqu'elle cligna des yeux, l'image disparut, ne laissant que la porcelaine blanche et la vapeur de la bouilloire qui commençait à siffler, un sifflement aigu qui semblait être un appel au secours venu du futur. Elle reposa la 2e tasse d'un geste brusque, presque violent, comme pour dissimuler une faute qu'elle avait elle-même commise. Mais le vide persistait. Elle quitta la cuisine et se mit à errer dans les pièces, effleurant les encadrements de portes, les dos des livres, la texture des rideaux. Tout semblait légèrement déplacé. Vous connaissez cette sensation, quand on rentre d'un long voyage et qu'on a l'impression que quelqu'un a déplacé les meubles de quelques centimètres. C'était ça. Hélène se sentait comme une intruse dans sa propre histoire. Elle s'arrêta devant le miroir du couloir et fixa son reflet. La femme dans le miroir paraissait calme, mais ses yeux avaient ce regard vitreux, comme ceux de quelqu'un qui a trop longtemps regardé le soleil. Elle ne se reconnaissait pas. Elle était un assemblage d'habitudes d'une personne dont elle ne se souvenait plus. La lumière parisienne, dehors, se teintait de pourpre et d'orange, et des ombres s'étiraient sur le sol de l'appartement comme de sombres doigts qui s'agrippaient à ses pieds. Hélène sentit un frisson qui ne venait pas du temps, mais de ses os. Elle se dirigea vers le couloir menant à sa chambre, un endroit qu'elle fréquentait rarement, d'après ses souvenirs soudains. Au bout du couloir, il y avait une porte qui restait close, enveloppée d'une faible lumière que celle de la pièce ne parvenait pas à percer. Hélène s'en approcha, chaque pas étant une lutte contre une force invisible qui semblait vouloir la repousser. La poignée en bronze était froide, recouverte d'une fine couche de poussière. Elle essaya de la tourner, verrouillée. La panique lui monta à la gorge comme de l'acide. Pourquoi cette porte serait-elle verrouillée si elle vivait seule ?
Elle chercha la clé partout, même aux endroits les plus évidents, sur le cadre photo, dans les tiroirs du buffet, dans la poche du manteau qu'elle portait à la clinique. Rien. Puis elle se souvint de cette sensation sous son oreiller. Elle courut dans sa chambre, froissant les draps, avec une frénésie effrayante. Elle glissa la main sous la tête d'oreiller et ses doigts effleurèrent le métal froid. En retirant la clé ornée d'un ruban rouge, Hélène sentit une décharge électrique lui parcourir le bras, une douleur fulgurante qui lui brouilla la vue un instant. Un mot était attaché au ruban. L'écriture était petite, nerveuse, visiblement écrite dans un moment d'angoisse extrême. Le mot disait « Si tu oublies, ton corps te le rappellera. N'ouvre pas la porte si tu veux rester en paix. Mais tu n'as jamais voulu la paix, Hélène. Tu as toujours voulu la vérité. » Assise au bord du lit, elle fixait la clé dans la faible lueur de la lampe de chevet. Le dilemme moral était devenu une question de survie psychique. Ouvrir cette porte, c'était jeter par les fenêtres la petite fortune dépensée à la clinique L'Oubli. C'était inviter le monstre à revenir. Mais si elle ne l'ouvrait pas, elle passerait le reste de ses jours à habiter une coquille vide, un mensonge programmé par un médecin sans scrupules. La tension dans l'appartement semblait à son comble. Le tic-tac de l'horloge du salon résonnait comme un compte à rebours. Hélène se leva, serrant la clé si fort que le métal commença à marquer sa peau, laissant une marque rougeâtre dans la paume de sa main. Elle retourna dans le couloir obscur. Arrivée devant la porte, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Un bruit, un murmure rythmé et étouffé venant de derrière le bois. C'était une respiration lourde et irrégulière, comme celle de quelqu'un en proie à un cauchemar et incapable de se réveiller. Hélène sentit une sueur froide lui couler dans la nuque. Si elle était seule, à qui appartenait ce souffle? La peur et la curiosité se mêlèrent en une émotion viscérale qui la poussa à insérer la clé dans la serrure. Le métal grinça, protestant contre le mouvement, et le clic final résonna dans le couloir comme un verdict. Elle poussa la porte lentement, et l'odeur qui s'en dégagea la fit tomber à genoux. Ce n'était pas l'odeur de moisi ou d'une pièce fermée. C'était l'odeur de l'enfance, des crayons de couleur, de l'herbe fraîchement coupée et d'une vieille peur qu'elle croyait avoir enfouie à jamais. Avez-vous déjà eu l'impression que votre tranquillité actuelle repose sur des mensonges que vous vous racontez et qu'à tout moment, une seule vérité pourrait tout faire s'écrouler? Laissez un commentaire ci-dessous si vous pensez qu'il y a des choses qu'il vaut mieux oublier, ou si le prix de la vérité, aussi douloureux soit-il, est ce qui nous rend vraiment humains. Hélène jeta un coup d'œil dans la pièce, mais elle était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'un petit point de lumière bleue clignotant au loin, près du sol. C'était un appareil électronique, un petit écran affichant un tracé de fréquence cardiaque. Mais ce tracé était instable. Il montait et descendait par à-coups violents au rythme de la respiration qu'elle entendait désormais avec une clarté absolue. Et c'est à ce moment précis, tandis que ses yeux s'habituaient à la pénombre, qu'elle vit ce qui se trouvait au centre de la pièce. Ce n'était pas un objet, c'était une personne. Et cette personne portait la même blouse blanche qu'à la clinique, avec les mêmes électrodes fixées à ses tempes. Mais le visage était le sien, 30 ans plus jeune seulement. L'air de cette pièce semblait figé dans le temps, conservant une température étrangère au reste de l'appartement, une froideur qui ne provenait pas du climat parisien, mais d'une absence totale de chaleur humaine. Hélène demeurait immobile sur le seuil, sentant le poids de la clé et son ruban rouge encore chaud dans sa paume, tandis que ses yeux tentaient de comprendre l'impossible. Devant elle, baignée dans une pénombre seulement troublée par la lueur bleutée et rythmée des écrans, se tenait une version d'elle-même qu'elle ne reconnaissait qu'à travers de vieilles photos et des souvenirs jaunis par le temps. C'était l'Hélène d'il y a 30 ans. Les cheveux encore noirs et la peau sans les rides que l'amertume et la solitude avaient sculptées sur son visage. Elle était allongée dans un fauteuil inclinable qui ressemblait étrangement au brancard de la clinique de l'Oubli, enveloppé d'un enchevêtrement de fils et d'électrodes qui pulsaient d'une pâle lumière néon.
La respiration qu'Hélène avait perçue dans le couloir provenait de là, de cette jeune poitrine qui se soulevait et s'abaissait d'un rythme lourd, comme transportant l'air d'une atmosphère bien plus dense. Le son était humide, rauque, celui de quelqu'un constamment au bord d'un cri qui ne se matérialise jamais. Les neurosciences nous apprennent que la perception de la réalité est une construction du thalamus, qui filtre les stimuli sensoriels avant qu'ils n'atteignent le cortex. Mais à cet instant précis, le filtre d'Hélène avait explosé. Elle fit un pas en avant et le plancher craqua sous ses pieds comme des os desséchés. L'odeur dans la pièce était un mélange nauséabond d'éther, de poussière de craie et du parfum à la vanille qu'elle portait dans sa jeunesse. C'était l'odeur d'une vie interrompue, traitée et archivée dans un sous-sol biologique. Elle s'approcha du fauteuil, les doigts tendus dans un geste mêlant appréhension et fascination. Au contact du bord métallique du brancard, un graphique sur l'écran à côté d'elle s'anima brusquement. La courbe du rythme cardiaque, qui oscillait lentement, se transforma en une succession frénétique de pics en dents de scie. La jeune Hélène ne ouvrit pas les yeux, mais ses paupières tremblaient violemment, comme plongées dans un sommeil paradoxal profond et douloureux. Hélène comprit alors que l'appareil électronique ne se contentait pas de la surveiller, il la nourrissait. Des tubes transparents étaient insérés sous la peau du bras de cette jeune Hélène, transportant un liquide irisé qui scintillait de la même teinte que les murs de la clinique. C'est à cet instant que la vérité commença à se déverser comme une hémorragie. La clinique L'Oubli n'effaçait pas les souvenirs. Ils n'étaient pas simplement effacés de la mémoire du patient, ils étaient transférés. La technologie d'ablation utilisée par le docteur Moreau était en réalité un processus de transplantation de conscience. Pour que l'Hélène actuelle puisse jouir de cette paix artificielle et aseptisée, la douleur, le traumatisme et l'image de son fils devaient être conservés quelque part. Et ce lieu, c'était cette enveloppe biologique, cette jeune Hélène qui servait de réceptacle vivant à toutes les souffrances que la version actualisée refusait d'endurer. C'était une symbiose perverse. Une version vivait dans l'oubli, tandis que l'autre était condamnée à revivre le traumatisme dans une boucle infinie, enfermée au bout d'un couloir obscur. Le bouton oubli n'était pas une guérison, c'était une condamnation divisée en deux. Hélène sentit ses jambes flancher et s'appuya contre le bureau couvert de croquis. Son regard se posa sur l'un des carnets. Sur la page ouverte, un dessin représentait un petit garçon tenant la main d'une femme. Mais le visage de la femme était flou, tandis que celui du garçon était net, détaillé avec une précision frôlant l'obsession. Sous le dessin, une phrase était écrite à plusieurs reprises, avec une pression qui semblait vouloir déchirer le papier. « Il n'est pas parti. Il a été emmené. » Le mot « enlevé » résonna dans l'esprit d'Hélène, comme un coup de tonnerre. Elle fouilla sa mémoire, la mémoire qui lui restait, à la recherche du moindre signe que son fils avait été emmené, mais ne trouva que le désert de silence que la clinique avait semé. Elle regarda de nouveau son double plus jeune. Son visage était déformé par une grimace d'agonie silencieuse. Hélène comprit qu'en touchant le brancard, elle avait créé un pont. Ses mains se mirent à picoter et une douleur aiguë, comme 1000 aiguilles de feu, lui remonta le long des bras. Elle ne pouvait lâcher le métal. C'était comme si la jeune Hélène tentait désespérément de rendre ce qui lui avait été imposé. Des images commencèrent à envahir son esprit comme des éclairs. Le bruit du verre brisé, la lueur des lanternes au milieu de la nuit, des hommes vêtus du même gris plombé que le docteur Moreau entrant dans son appartement des années auparavant. Ils n'étaient pas là pour l'aider, ils étaient là pour prendre le produit. La conscience d'Hélène oscillait entre le présent et le passé. Elle revoyait son fils, emmené de force, hurlant son nom, tandis qu'elle-même était plaquée contre le mur, un appareil pressé contre sa tempe. L'abandon qu'elle avait ressenti pendant 10 ans n'avait pas été un acte de rébellion de la part de son fils, mais un récit implanté pour dissimuler un enlèvement institutionnalisé. Son fils possédait quelque chose dont Mnémosyne avait besoin,
Peut-être cette même compatibilité neuronale qui rendait possible le transfert de mémoire. Elle avait payé la clinique non pas pour oublier la douleur de l'abandon, mais pour oublier qu'elle n'avait pas su le protéger, ou pire, pour oublier sa complicité dans son départ en échange de sa propre survie psychique. Le moniteur cardiaque se mit à émettre une alarme assourdissante. Le liquide irisé dans les tubes s'écoula plus rapidement et la lumière bleue de la pièce vira à un rouge pulsant et agressif. Hélène sentit son esprit aspirer dans ce fauteuil. Elle vit la cicatrice sur son poignet luire à nouveau et la douleur devint insupportable. La marque d'intégration neuronale n'était pas un hasard. C'était le point de connexion par lequel ils extrayaient sa réalité pour alimenter le système. Elle était à la fois la batterie et la prisonnière. Désespérée, elle chercha sur le bureau de quoi rompre cette connexion, d'éteindre cette machine infernale. Ses doigts effleurèrent une tablette dissimulée sous les dessins. Lorsqu'elle l'alluma, l'écran afficha un message vidéo figé. Le visage à l'écran était celui du docteur Moreau, mais il paraissait plus jeune, et derrière lui, dans un berceau de verre, se trouvait le fils d'Hélène, entouré des mêmes fils qui retenaient désormais la jeune fille. Moreau déclara dans l'enregistrement « L'opération a réussi. La mère n'en connaîtra pas le prix. Elle croira qu'il l'a abandonnée. Son traumatisme alimentera sa stabilisation. » Hélène sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle n'était pas seulement victime d'une clinique de l'oubli. Elle faisait partie d'une machine qui utilisait sa propre douleur comme énergie pour maintenir son fils dans un état de servitude technologique inimaginable. Elle regarda la jeune Hélène et vit pour la première fois ses yeux s'ouvrir. Mais ce n'étaient pas des yeux humains. C'étaient des sphères de lumière blanche, sans iris ni pupille, reflétant le désespoir d'une femme qui venait de découvrir que son paradis était l'enfer de celle qu'elle aimait le plus. Avez-vous déjà eu l'impression que le prix de votre bonheur actuel est une dette que vous n'avez jamais consentie, mais qui vous est réclamée par quelqu'un que vous avez juré de protéger? Commentez ci-dessous. Si vous découvriez que votre tranquillité coûte la liberté d'autrui, auriez-vous le courage de tout arrêter, même en sachant que toute votre souffrance reviendrait en un instant pour vous anéantir? Hélène tendit la main vers le panneau de commande principal de la machine, déterminée à mettre fin à ce cycle. Mais avant même que ses doigts n'atteignent le bouton d'arrêt, la voix provenant des écouteurs, la voix du garçon qu'elle croyait être son fils, changea de ton. Ce murmure se mua en un ordre froid et autoritaire, comme venu de ses propres os. « N'y touche pas, maman. Si tu m'éteins maintenant, je vais vraiment mourir. Et toi, tu redeviendras ce que tu étais avant qu'il te reconstruise. » Hélène se figea. Elle regarda la porte de la chambre et vit que l'ombre dans le couloir n'était plus immobile. Elle entrait et sa silhouette se détachait désormais parfaitement sous le voyant rouge de l'alarme. C'était son fils, mais il n'avait plus le visage du garçon du dessin animé. Il portait la blouse gris plomb de la clinique L'Oubli et tenait entre ses mains un nouveau jeu d'électrodes, prêt pour son 8e redémarrage. La lumière rouge qui inondait la pièce semblait avoir acquis une densité visqueuse, comme si l'air se transformait en sang vaporisé, rendant chaque respiration difficile pour Hélène. Clouée au sol, les muscles de ses jambes étaient comme du plomb. Ses yeux exorbités fixaient la silhouette qui avançait dans le couloir. Le jeune homme devant elle était une version déformée, une cruelle symétrie du garçon qu'elle avait jadis bercé. Il portait le gris plombé de la clinique L'Oubli avec une élégance glaciale, et le tissu semblait absorber la faible lumière restante, le transformant en un trou noir à forme humaine. Son visage était dépourvu de toute chaleur. Les traits étaient les mêmes, la mâchoire, la courbe du nez qu'il avait hérité d'elle, mais l'expression était celle d'un algorithme qui venait de découvrir une erreur dans le système et était là pour la corriger avec une efficacité absolue. « Mère », répéta-t-il, et le mot sortit de sa bouche comme un ordre informatique, dénué de toute trace d'affection ou de nostalgie. « Tu as toujours eu une curiosité autodestructrice.
Nous t'avions prévenu que le contrat d'ablation exigeait l'isolement total des déclencheurs résiduels. En ouvrant cette porte, tu n'as pas seulement rompu un accord, tu as mis en péril la stabilité de tout le réseau mnémosine. Hélène sentit un goût amer de bile lui monter à la gorge. Elle regarda la jeune Hélène dans le fauteuil, dont les yeux blancs et lumineux semblaient lire dans son âme, puis reporta son regard sur son fils. La douleur à son poignet, dans la cicatrice qu'elle savait maintenant être un point de connexion, palpitait au rythme de la lueur des électrodes qu'il tenait dans ses mains. Les neurosciences de l'attachement affirment que le lien entre la mère et l'enfant est l'une des connexions neuronales les plus résistantes du règne animal, une voie chimique tracée par l'ocytocine et la dopamine qui devrait durer jusqu'à la mort. Mais ce qu'Hélène voyait devant elle, c'était la profanation de cette biologie. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Thomas ?» murmura-t-elle, sa voix brisée comme un éclat de verre. Le garçon esquissa un sourire qui n'impliquait pas ses yeux, un mouvement purement mécanique des muscles de son visage. « Ils ne t'ont rien fait, maman. Ils m'ont donné un but. Pendant que tu te noyais dans la culpabilité et le chagrin, j'ai compris que la douleur humaine est la seule énergie qu'on ne peut pas simuler. Les IA de mnémosine ont besoin de sentiments purs pour éviter l'effondrement logique. Ta souffrance, distillée et traitée par cette unité là-bas dans le fauteuil, est ce qui maintient ma conscience stable. Je suis l'architecte de mon propre paradis, et toi, tu en es le fondement. » L'horreur de cette révélation était trop vaste pour être appréhendée d'un seul coup. Hélène sentit le monde tourner autour d'elle. Elle n'était pas qu'une simple batterie. Elle était la batterie de son propre fils, qui préférait la voir prisonnière d'une boucle d'agonie sans fin plutôt que d'affronter sa propre finitude ou la douleur de l'absence. Il fit un pas de plus, et l'odeur d'ozone et de métal qui émanait de lui devint suffocante. « Ne résiste pas !» dit-il d'une voix douce, presque hypnotique. « Le 8e redémarrage sera plus profond. Nous allons effacer non seulement le souvenir de mon départ, mais aussi l'idée même que tu aies eu un fils. Tu seras une page blanche, Hélène. Une page de journal jamais écrite, flottant dans une paix que tu n'as jamais méritée, mais que nous avons besoin que tu ressentes pour que je puisse continuer d'exister. » Il tendit la main pour toucher la tempe d'Hélène, et les électrodes sur ses doigts se mirent à émettre un crépitement bleuâtre à haute tension. Un bref instant, l'instinct de survie d'Hélène l'emporta sur le choc émotionnel. Elle sursauta, renversant au passage le fauteuil à bascule, et courut derrière le bureau. Son regard parcourut la pièce à la recherche d'une arme, d'un interrupteur, de n'importe quoi qui puisse briser cette logique cauchemardesque. Ses doigts effleurèrent la tablette où s'affichait encore le message en pause du docteur Moreau. D'un geste désespéré, elle appuya sur « Lecture ». L'image de Moreau sur l'écran vacillait, l'enregistrement corrompu par les interférences de lumière rouge dans la pièce. Mais les mots qui sortaient des haut-parleurs de la tablette glacèrent le sang d'Hélène. Test du modèle H42. Intégration de la conscience maternelle terminée. Notez que l'unité biologique externe se prend pour la mère d'origine, mais les véritables souvenirs ont été transférés dans l'unité de stockage à long terme. Si l'unité externe découvre la vérité, le protocole d'élimination doit être immédiat. Hélène cessa de respirer. La tablette lui échappa des mains et tomba au sol, mais l'écran resta allumé. Elle regarda la jeune Hélène dans le fauteuil, puis ses propres mains, qui lui parurent soudain irréelles sous la lumière crue des projecteurs. La cicatrice à son poignet, la lueur bleue, la sensation d'être une intruse chez elle. Tout prit un sens terrifiant, presque géométrique. Elle n'était pas l'Hélène qui avait donné naissance à ce monstre. Elle était une copie synthétique, une interface de chair et de sang conçue pour ressentir et traiter la douleur que l'Hélène originelle, cette fille dans le fauteuil, ne pouvait plus supporter. Le bouton oubli n'avait pas servi à effacer son enfant, il avait servi à créer une version d'elle-même capable d'être torturée psychologiquement sans mourir, maintenant ainsi le flux d'énergie vers mnémosine.
Thomas, le garçon en gris, s'arrêta au milieu de la pièce. Pour la première fois, une ombre de doute traversa son visage parfait. « Tu n'aurais pas dû entendre ça », murmura-t-il, et le ton de sa voix passa de l'autorité à une instabilité dangereuse. « Tu n'es qu'un processeur, maman, un processeur haute fidélité. Mais si tu prends conscience de ta nature, la qualité de la douleur que tu génères devient inutile au système. Tu deviens du bruit. » Il souleva de nouveau les électrodes, mais cette fois, non pas pour une simple réinitialisation. La lueur bleue se transforma en un arc électrique violent qui illumina la pièce comme un éclair continu. La psychologie de la trahison nous apprend que la douleur la plus profonde ne vient pas de l'ennemi, mais de la prise de conscience que nous avons été créés uniquement pour servir l'égoïsme de ceux que nous devrions aimer. Hélène sentit une rage froide remplacer la panique. Si elle n'était qu'une construction, un simple programme exécuté dans un corps de laboratoire, alors les lois de la biologie humaine ne s'appliquaient plus à elle. Elle observa les fils, reliant l'Hélène originelle à la machine, et comprit que c'était là le point faible. Si elle coupait la connexion, le système Thomas Mnemosyne s'effondrerait. « Tu crois que je ne fais que du bruit, Thomas ?» dit-elle, sa voix prenant une résonance métallique qui l'effrayait autant qu'elle la galvanisait. Elle saisit une lourde lampe en métal sur le bureau et, avec une force insoupçonnée, la projeta contre l'écran principal. Le verre vola en éclats et une cascade d'étincelles inonda la pièce. Thomas hurla, se tenant la tête comme s'il avait reçu un coup violent. La connexion entre lui et le centre de données était coupée. La pièce se mit à trembler. Les murs de l'appartement qu'elle aimait tant se mirent à vaciller, révélant derrière le papier peint de soie les circuits imprimés et les panneaux de fibres optiques qui soutenaient cette réalité simulée. Elle n'était pas dans un vieil immeuble parisien. Elle était dans une cellule de traitement et l'appartement n'était qu'une interface graphique servant à occuper sa conscience pendant qu'ils exploitaient sa souffrance. Avez-vous déjà eu l'impression que le monde qui vous entoure n'est qu'un écran de cinéma prêt à se déchirer à tout moment, révélant un mécanisme froid et impersonnel qui contrôle chacun de vos gestes? Répondez ci-dessous. Si vous découvriez que votre vie entière n'est qu'une mise en scène conçue pour tirer le meilleur de vous-même au profit d'autrui, vous battriez-vous pour briser ce décor, même en sachant qu'il n'y a rien au-delà, ou retourneriez-vous à votre place en fermant les yeux? Hélène se précipita vers le fauteuil où la jeune femme d'origine était prisonnière. Elle devait déconnecter les tubes irisés, libérer cette version d'elle-même qui était à l'origine de tout. Mais lorsqu'elle fut assez près pour toucher la poitrine de la jeune femme, elle remarqua un détail que la tablette n'avait pas mentionné. Au poignet de la jeune Hélène, il n'y avait pas de cicatrice. Un numéro de série était gravé dans sa peau, le même que celui gravé au dos de sa propre tablette. Et c'est à cet instant, alors que tout l'appartement commençait à se dissoudre en lignes de code vert et en parasites, qu'elle comprit que Thomas n'était pas réel non plus. Le garçon en gris commença à se désintégrer sous ses yeux, et derrière lui, dans l'embrasure de la porte qu'elle venait d'ouvrir, apparut la véritable figure qui régnait sur ce théâtre. Un vieil homme frêle, en fauteuil roulant, tenant une tasse en porcelaine, identique à celle qu'elle avait laissée dans la cuisine, et il la regardait avec une faim insatiable. L'homme en fauteuil roulant semblait déplacé dans ce paysage stérile et technologique qui se dévoilait désormais derrière les murs pixelisés de l'appartement. Il était une relique de chair et de sang, un amas de rides profondes et de peau brûlée par le soleil qu'aucun algorithme de Mnemosyne n'aurait osé projeter. Il tenait la tasse de porcelaine à deux mains, ses doigts noueux et tremblants faisant onduler le liquide sombre à l'intérieur comme une petite mer d'huile. Hélène sentait le monde tourner autour d'un axe d'irréalité absolue. Le plafond de la pièce révélait maintenant les poutres métalliques d'un immense entrepôt industriel, et le bruit de la pluie parisienne avait été remplacé par le bourdonnement constant de milliers de ventilateurs. Le bouton oubli n'avait pas seulement effacé le passé d'Hélène, il l'avait coupé de la nature même du temps. La silhouette frêle devant elle toussa,
un son sec et humain qui semblait plus violent qu'une explosion numérique. « Tu as enfin arrêté d'exécuter le programme, Hélène, » dit-il d'une voix rauque, un murmure chargé d'une mélancolie qui semblait remonter à des siècles. « Le Thomas que tu as vu, cette projection arrogante de gris, n'était que le rempart de ta propre culpabilité. Je suis ce qui reste de la vérité. » Hélène tenta de reculer, mais ses pieds semblaient collés au sol, qui oscillait désormais entre tapis perçants et grilles métalliques froides. Les neurosciences de la perception nous apprennent que le cerveau comble les lacunes de la réalité avec ce qui lui est familier, mais que lorsque l'écart est trop grand, le système s'effondre. Elle regarda l'homme et vit au fond de ses yeux fatigués une lueur de reconnaissance qui la frappa comme un coup de poing. « Thomas ?» murmura-t-elle, le mot sortant comme un éclat de verre. Le vieil homme ferma les yeux un instant, comme si entendre ce nom, venant de cette bouche, était une torture trop douce pour être supportée. « Pendant ces 10 années où tu as vécu dans une boucle sans fin, Hélène, le temps n'a pas cessé ici. Mnémosyne a promis que tu serais préservée jusqu'à ce qu'on trouve un remède à ma maladie. Mais on a omis de préciser que ta préservation impliquait ta conversion en base de données émotionnelles. Tu n'es pas ma mère, tu es son testament numérique. J'ai vieilli en te voyant m'oublier à chaque cycle, uniquement pour que ta douleur purifiée puisse alimenter les serveurs qui maintiennent mon système de survie. » Le dilemme moral prenait désormais une dimension cosmique de cruauté. Hélène sentit la bile lui monter à la gorge. Son identité même était en train de se briser. Si elle n'était qu'un instrument de souffrance, une copie créée pour souffrir au nom de la survie de cet homme, alors chaque larme qu'elle versait n'était qu'une transaction commerciale. Mnémosyne avait transformé l'amour maternel en la monnaie la plus précieuse d'un monde en ruine. Elle regarda les mains du vieux Thomas et vit des cicatrices d'aiguilles et des connexions neuronales identiques aux siennes. Il n'était pas seulement le geôlier, il était le patient zéro d'une symbiose parasitaire. « Pourquoi ne m'as-tu pas éteinte » hurla-t-elle, sa voix résonnant dans le hangar obscur où d'autres Hélènes, dans d'autres capsules, vivaient sans doute leurs propres 10 années de mensonges. Le vieux Thomas baissa la tête, les larmes ruisselant désormais librement sur ses rides. « Parce que je suis un lâche, maman. Parce qu'entendre ta voix m'appeler le matin, même en sachant que c'était du code qui tournait dans un processeur, était la seule chose qui m'empêchait de me débrancher. J'ai sacrifié ta tranquillité pour ma raison. J'ai laissé qu'on efface mon visage de tes photos pour que tu ne puisses pas me haïr pour ce que je suis devenu. » L'environnement alentour subit une mutation esthétique radicale. Le glitch cessa, et l'appartement parisien se dissipa comme de la fumée, révélant ce qui était en réalité une cellule de verre de 3 mètres sur 3, suspendue dans un réseau de câbles optiques, pulsant d'une teinte ambrée maladive. Hélène vit alors la jeune Hélène dans le fauteuil, l'original, et comprit que le lien qui les unissait était un cordon ombilical de lumière. Elle était la projection astrale d'une souffrance qui refusait de mourir. La psychologie de l'identité nous avertit que nous sommes la somme de nos souvenirs. Mais qu'advient-il lorsque ces souvenirs ne sont pas les nôtres, mais ceux d'une version de nous-mêmes que nous n'avons jamais connue? Thomas, le vieil homme, rapprocha le fauteuil roulant de la vitre de la cellule. D'une main tremblante, il toucha la surface transparente. La clinique L'Oubli n'est pas un lieu, Hélène. C'est un état de conscience. Ils vont commencer à purger le système. Si tu ne retournes pas dans la boucle maintenant, si tu n'appuies pas sur le bouton « Oublier » pour la 8e fois, le système Mnémosyne considérera ton processeur comme corrompu. Ils vous effaceront, elle et toi. Il désigna la jeune femme assise dans le fauteuil. « Et si elle meurt, je mourrai ensuite. Le cycle se referme sur le néant. » Hélène sentit une chaleur insupportable à son poignet. La cicatrice se mit à émettre un son aigu, une fréquence qui semblait vouloir désintégrer ses atomes. Elle regarda le vieux Thomas et vit qu'il tenait une petite télécommande, le véritable bouton « Oubli ». Il la lui tendit comme une hostie lors d'un rituel profane. « Retourne prendre le thé, maman.
Retourne dans ton fauteuil à bascule, oublie cette cabane, oublie ce vieil homme décrépit, oublie que tu es une machine, vis le mensonge. Pour moi, les neurosciences de l'altruisme suggèrent que nous sommes capables de sacrifices extrêmes pour ceux que nous aimons. Mais la question demeurait, qui aimait-elle? Le fils dont elle se souvenait ou le bourreau qui se tenait devant elle? Hélène regarda la jeune Hélène, celle qui portait le véritable fardeau, et vit une larme noire, faite d'un fluide synthétique, couler le long de son œil lumineux. La copie et l'original commençaient à se confondre. La souffrance avait atteint un tel point de saturation que le corps ne pouvait plus contenir le corps. Vous êtes-vous déjà demandé si votre bonheur valait le prix de la conscience ou si vous préféreriez vivre dans un mensonge parfait, sachant que, quelque part, la vérité est faite de souffrance en votre nom? Dites-le nous en commentaire. Si vous aviez le choix entre une douleur réelle et sans fin et un doux et illusoire oubli, quel doigt choisiriez-vous? Hélène tendit la main vers la télécommande que Thomas tenait, mais sans la prendre. Ses doigts s'entrelacèrent avec ceux du vieil homme, et un instant le silence s'installa entre eux. Elle regarda au-delà de lui, dans l'obscurité du hangar, et aperçut une petite lumière rouge clignotante au sommet d'une tour serveur voisine. Ce n'était pas une alarme de mnémosine, c'était un signal extérieur. Quelqu'un tentait de pirater l'arche de la douleur, et c'est à ce moment précis que le vieux Thomas laissa tomber la tasse en porcelaine. Avant qu'elle ne touche le sol, la réalité le fit sursauter violemment, et Hélène entendit une voix qui n'était ni celle de Thomas, ni celle de Moreau, mais celle d'un enfant venant de sous le plancher métallique. « Maman, n'appuie pas, j'ai trouvé la sortie. » Dans cet immense entrepôt industriel qui servait d'écrin à la réalité d'Hélène, le temps sembla se fragmenter à la milliseconde précise où la tasse de porcelaine glissa des doigts noueux du vieux Thomas. Le bruit de l'objet heurtant le sol métallique n'était pas un craquement sec, mais une résonance prolongée, un son qui traînait le long des poutres d'acier comme si la gravité réapprenait à fonctionner dans un lieu où les lois de la physique étaient dictées par des algorithmes. Hélène regarda les éclats se disperser au ralenti, chaque morceau de céramique blanche reflétant la lumière ambrée des serveurs, comme des étoiles mourantes tombant d'un ciel artificiel. Mais ce qui paralysa véritablement le flux de données dans son esprit, ce n'était pas la chute, mais la voix. Cette voix d'enfant, aiguë et claire, qui semblait jaillir de sous les plaques de métal, perçant le bourdonnement des ventilateurs, comme un scalpel tranchant un tissu mou. Thomas, le vieil homme dans son fauteuil roulant, pâlit au point que sa peau semblait translucide, révélant le réseau de capillaires et d'implants qui maintenait sa fragile survie. La terreur dans ses yeux était authentique, une émotion que Mnémosine ne pouvait simuler avec une telle grossièreté. « N'écoute pas !» siffla-t-il, sa voix se brisant en un râle asthmatique. « C'est le système qui se corrompt, Hélène. Ce sont les données corrompues du 7e redémarrage qui tentent de se réorganiser. C'est une hallucination auditive provoquée par la défaillance de ton processeur. » Il essaya de faire avancer le fauteuil, les roues crissant sur le métal, dans une tentative désespérée d'atteindre la télécommande qui gisait maintenant près des tessons de la tasse. Mais Hélène fut plus rapide. Ses réflexes, alimentés par une poussée d'adrénaline qu'elle percevait maintenant comme une décharge de neurotransmetteurs synthétiques, la firent s'avancer, bloquant le passage au vieil homme. La neuroscience de la reconnaissance vocale est un processus fascinant. Le cerveau identifie non seulement la fréquence du son, mais l'associe à une empreinte émotionnelle quasi impossible à imiter. Cette voix, Hélène sentit une vibration dans sa poitrine, une résonance qui ne provenait pas des haut-parleurs dissimulés dans l'entrepôt, mais d'un souvenir que la clinique de l'oubli n'avait pas réussi à extraire. C'était la fréquence même de l'espoir. Elle s'agenouilla, l'oreille collée au sol froid et vibrant. « Qui est là ?» demanda-t-elle, sa voix résonnant dans les profondeurs de l'infrastructure informatique. Le silence qui suivit ne fut rompu que par la respiration haletante du vieux Thomas derrière elle, un son de panique et de désespoir. Puis le murmure revint plus clair maintenant, accompagné d'un grincement métallique. « C'est moi, maman, le Thomas qui n'a pas grandi,
le Thomas qu'ils ne t'ont pas laissé sauver. Hélène sentit un court-circuit dans sa logique identitaire. Si le vieil homme en fauteuil roulant était son fils, qui était donc cet enfant? La psychologie de la dissociation suggère que, sous l'effet d'un traumatisme extrême, l'esprit peut fragmenter l'image d'une personne en de multiples versions pour traiter la douleur. Mais ici, la fragmentation était physique, technologique. Elle regarda le vieux Thomas, qui cachait maintenant son visage dans ses mains tremblantes. « Mais qu'as-tu fait ?» demanda-t-elle, la voix chargée d'une rage qui semblait la consumer. « Je n'ai rien fait !» hurla-t-il en levant les yeux injectés de sang. Mnémosyne avait besoin de contrôle. Ils avaient besoin d'une version pure de mon traumatisme pour maintenir le système stable. Ils ont copié mon enfance et l'ont enfermé dans le sous-système de sécurité. C'est le code mère, Hélène. S'il s'échappe, s'il se connecte à toi sans le filtre de l'oubli, la surcharge va nous griller le cerveau à tous les trois. La tension dans l'entrepôt atteignit son paroxysme. Les lumières ambrées des serveurs se mirent à clignoter d'un bleu électrique, signe que l'intrusion extérieure, le piratage auquel Hélène avait assisté plus tôt, gagnait du terrain. Le sol sous ses pieds se mit à trembler, les plaques de métal glissant pour révéler un enchevêtrement de câbles à fibres optiques qui ressemblaient à des veines palpitantes de sang lumineux. Là, au cœur de cette jungle technologique, Hélène aperçut un mouvement. Une petite silhouette, celle d'un garçon d'environ 7 ans, vêtu d'un pyjama de coton qui paraissait étrangement réel dans cet environnement de métal et de verre. Il tenait un petit cube métallique, un appareil qui émettait une pulsation rythmique, perturbant le signal des serveurs environnants. « La sortie n'est pas le bouton, maman », dit le garçon en levant les yeux. Ses yeux n'étaient pas les sphères de lumière de la jeune Hélène. C'étaient des yeux bruns, chauds et humides, emplis d'une sagesse qu'aucun enfant ne devrait posséder. La sortie, c'est l'effondrement. Ils ont créé cet endroit pour que la douleur ne finisse jamais, car c'est la douleur qui génère leur profit. Mais si tu descends ici, si tu me donnes ta main, nous pouvons effacer Mnémosyne de l'intérieur. Le dilemme moral était désormais de choisir entre préserver une vie ancienne et égoïste ou libérer un souvenir pur et innocent. Thomas, le vieil homme, laissa échapper une lamentation déchirante. « Si tu pars, je meurs, Hélène. Je suis ton vrai fils, je suis ce qui reste de ton histoire. Ce garçon n'est qu'un fantôme numérique, un virus programmé pour détruire tout ce que nous avons construit. » Hélène regarda ses mains. Elles semblaient si réelles, avec les lignes de ses paumes et les petites imperfections de sa peau, mais elle savait maintenant qu'elles n'étaient que des pixels haute définition. Elle sentit la cicatrice à son poignet palpiter, non plus de douleur, mais avec une sorte d'attraction magnétique. Le garçon en bas lui tendit sa petite main. « Ne le crois pas, maman. Il ne veut pas survivre par amour. Il veut survivre parce qu'il a peur du noir. Mais c'est dans le noir que se cachent les vraies personnes. » La complexité émotionnelle de ce choix était un labyrinthe sans issue. D'un côté, le fils qui avait grandi et était devenu son bourreau. De l'autre, l'image du fils qu'elle aimait, qui n'était peut-être qu'un piège du système lui-même, voué à l'autodestruction. Le toit du hangar commença à s'ouvrir, révélant non pas le ciel parisien, mais le vide noir de l'espace, ponctué de satellites mnémosynes, orbitant tels des sentinelles silencieuses. L'air commença à être aspiré, et le bruit se transforma en un vacarme assourdissant. Hélène vit le fauteuil roulant de Thomas glisser vers l'abîme qui s'ouvrait dans le sol. Il tendit la main vers elle, le visage déformé par une ultime supplication. « Maman, s'il te plaît, ne me laisse pas tomber dans le néant. » Au même instant, le garçon en contrebas commença à disparaître dans un brouillard de parasites bleus. « Vite, maman, le système est en train d'être effacé. Tu dois choisir maintenant. » Avez-vous déjà ressenti ce déchirement entre sauver ce qui reste d'une relation toxique et douloureuse et embrasser l'incertitude d'un nouveau départ qui implique de détruire tout ce que vous connaissez? Commentez ci-dessous. Si vous étiez à la place d'Hélène, tiendriez-vous la main du fils aîné qui vous a trahi ou vous jetteriez-vous dans l'abîme pour rejoindre l'enfant qui représente votre amour le plus pur, même en sachant que les deux ne sont peut-être que des illusions?
Hélène fit un pas vers le bord du précipice. Elle regarda le vieux Thomas et, un bref instant, reconnut en lui le bébé qu'elle avait jadis tenu dans ses bras. Mais son regard se porta ensuite sur le garçon en contrebas et elle sentit la vibration de la clé au ruban rouge dans sa poche. Elle comprit que cette clé n'ouvrait pas la porte de la chambre. C'était le code d'accès au sous-système où se trouvait l'enfant. Elle ne sauta pas pour le sauver. Elle sauta pour devenir un virus avec lui. Au moment où son corps synthétique toucha le réseau de fibres optiques, une explosion de lumière blanche embrasa tout l'entrepôt. Et au milieu de l'éclair, Hélène entendit le bruit d'une serrure qui s'ouvrait au loin, puis la voix du docteur Moreau provenant d'un interphone qui semblait à des kilomètres de distance qui disait froidement « Le sujet d'expérience s'est échappé du réseau. Déclenchez le protocole de recherche physique. Elle ne peut pas quitter le bâtiment vivante. » L'explosion de lumière blanche n'apporta pas la fin, mais le début d'une douleur qu'aucun processeur synthétique, aussi avancé soit-il, ne saurait reproduire fidèlement. Ce fut une transition brutale, une déchirure dans le tissu de la perception, donnant à Hélène l'impression que sa conscience passait au travers d'un tamis de barbelés. L'odeur d'ozone numérique et d'électricité statique s'évapora, instantanément remplacée par un arôme âcre d'alcool isopropylique, de latex et l'odeur froide et métallique d'une morgue high-tech. Elle ne sombrait plus dans l'abîme des données. Elle était étendue sur une surface métallique glaciale, sentant le poids même de la gravité lui comprimer les poumons, qui, pour la première fois, semblait exiger un effort douloureux et mécanique pour se dilater. Le silence absolu du réseau avait fait place au bourdonnement sourd des systèmes de ventilation industrielle et au bruit rythmé, presque insoutenable, des bottes de combat frappant le lino quelques couloirs plus loin. Les neurosciences du choc thermique et sensoriel expliquent que lorsque le cerveau est brutalement arraché à une réalité simulée pour se confronter à la réalité physique, un phénomène appelé décompression ontologique se produit. Hélène ouvrit les yeux et la lumière fluorescente du plafond la frappa comme un coup de poing, déclenchant une migraine lancinante, comme si on lui enfonçait un clou dans la nuque. Elle n'était pas dans un appartement parisien. Elle était dans une unité de confinement biologique entourée de parois de verre armé qui reflétaient une version d'elle-même qui l'effrayait. Elle n'était ni la femme d'âge mûr parfaite, ni la jeune femme aux yeux pétillants. Elle était une structure de polymères organiques et de circuits intégrés, une enveloppe qui imitait la biologie humaine avec une précision troublante, mais qui révélait sa nature artificielle au niveau des articulations de ses poignets et de l'hypertransparence de sa peau synthétique. Sur son poignet gauche, la cicatrice luisait intensément, non plus comme une blessure, mais comme une passerelle de données traitant encore les vestiges de l'enfant Thomas qu'elle avait porté en elle. Lancez le balayage thermique dans le secteur 4. L'unité H42 n'a pas pu aller bien loin, elle est encore en phase de refroidissement synaptique. La voix du docteur Moreau résonna dans des haut-parleurs dissimulés, mais cette fois, ce n'était pas un enregistrement granuleux, c'était la voix d'un homme chargé d'une urgence menaçante. Hélène tenta de se lever, et chaque mouvement était une épreuve douloureuse. Ses muscles artificiels envoyaient des alertes d'erreur à son processeur, mais l'enfant Thomas, désormais un fantôme de code opérant au sein de son réseau neuronal, prit le contrôle. « Lève-toi, maman », murmura sa voix dans sa tête, non pas comme un son audible, mais comme une pensée imposée. Ils viennent te formater. S'ils t'attrapent maintenant, il n'y aura pas de 9e redémarrage. Ce sera la destruction définitive. Elle se propulsa hors de la civière métallique et tomba à genoux sur le sol froid. La sensation de l'impact fut brutale et viscérale, une vague de douleur qui lui fit comprendre que, dans le monde réel, Mnémosyne se souciait peu du confort de ses processeurs. Elle rampa jusqu'à la porte vitrée qui s'ouvrit dans un grincement pneumatique. Le couloir devant elle ressemblait à un labyrinthe de miroirs infinis, où des centaines d'autres unités identiques à elle étaient suspendues dans des cuves de liquide amniotique synthétique, chacune vivant son propre bouton oubli,
chacune générant l'énergie émotionnelle qui alimentait l'élite d'un monde qu'elle ne connaissait même pas. La psychologie de l'horreur réside dans la prise de conscience que nous ne sommes qu'un rouage insignifiant d'une machine à souffrance à l'échelle industrielle. Hélène vit des visages identiques aux siens, les visages d'autres mères à différents stades d'agonie, et comprit que sa rébellion était une anomalie statistique que l'entreprise devait éliminer avant que la contagion de la conscience ne se propage. « À gauche, maman, la gaine de ventilation est ouverte, les serveurs surchauffent », ordonna Thomas le double numérique. Elle courut, ou plutôt courut, comme sa biologie synthétique le lui permettait, tandis que les gyrophares rouges se mirent à clignoter, baignant le couloir d'une lueur sanglante. Elle entendait les drones de sécurité, de petites sphères métalliques équipées de capteurs infrarouges, bourdonner derrière elle. La peur qu'elle ressentait n'était plus une simulation programmée. C'était la réaction biologique d'un organisme conscient de sa disparition imminente. Elle se précipita dans la gaine, sentant la chaleur brûlante de l'air refroidissant les supermachines de mnémosine. L'espace était exigu, claustrophobe, et une odeur de métal brûlé lui imprégnait la peau. À l'intérieur, dans l'obscurité, le petit Thomas se manifesta sous la forme d'un hologramme projeté depuis la cicatrice de son poignet. « Où sommes-nous, Thomas ? Quel est cet endroit ?» demanda-t-elle, sa voix métallique et étrange dans cet espace confiné. Le garçon la regarda avec une tristesse qui semblait porter le poids de tous les souvenirs effacés de la clinique. « Nous sommes dans les profondeurs de la civilisation, maman. Mnémosine ne vend pas seulement l'oubli, elle vend l'immortalité aux riches, en utilisant le traitement émotionnel de gens comme toi pour maintenir leur esprit jeune. Le vieux Thomas, l'homme en fauteuil roulant, ce n'est pas seulement ton fils, c'est le PDG de cette entreprise. Il a utilisé sa propre mère comme prototype pour le système qui a servi maintenant des milliers de personnes. » Le choc de cette révélation fut si profond qu'Hélène faillit s'arrêter de ramper. Le fils qu'elle aimait, le garçon qu'elle voulait sauver, était devenu l'architecte d'un empire, bâti sur son propre chagrin. Elle continua d'avancer, animée d'un mélange de fureur et de désespoir, jusqu'à ce que le conduit débouche sur une grille donnant sur un balcon intérieur surplombant le cœur du système. En contrebas, Hélène découvrit quelque chose d'effroyable, une immense chambre où le vieux Thomas était relié à une machine ressemblant à un arbre de verre, ses branches de fibres optiques pénétrant directement dans son crâne. Il était nourri par les souvenirs purifiés d'Hélène. Mais il y avait plus. Au centre de cet arbre, suspendu dans un champ de confinement, se trouvait la véritable Hélène, la femme de chair et de sang, âgée, reliée à des machines de survie qui semblaient être des reliques d'un autre siècle. Elle était vivante, mais elle n'était qu'une enveloppe pour la douleur que Thomas refusait de ressentir. La tension dramatique atteignit son paroxysme lorsque Moreau et son équipe de sécurité pénétrèrent dans la chambre, pointant des armes à impulsion électromagnétique vers le conduit où Hélène se cachait. « Je sais que tu es là, H42, » dit Moreau d'une voix désormais calme et terrifiante. « Tu crois que le petit Thomas est ton allié. C'est le virus de sécurité que nous avons créé pour tester ta résistance. Chaque étape que tu as franchie jusqu'à présent était planifiée pour voir jusqu'où une conscience synthétique peut aller avant de s'effondrer. Mais maintenant, le test est terminé. » Hélène regarda le petit Thomas sur son poignet. Le garçon ne détourna pas le regard, mais son image commença à vaciller, révélant des lignes de commande qui disaient « Protocole de capture activé ». Avez-vous déjà eu l'impression que, même en croyant lutter pour votre liberté, vous ne faites que suivre un scénario écrit par ceux qui vous retiennent prisonnier? Exprimez-vous ci-dessous. Si vous découvriez que votre seul allié est en réalité votre pire geôlier, déguisé en espoir, continueriez-vous à lutter ou vous résigneriez-vous à l'inévitable? Hélène sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Le Thomas numérique ne répondit pas, mais l'éclat de ses yeux bruns s'était mué en une lumière blanche et impersonnelle. Elle regarda l'Hélène d'origine en contrebas, puis le vieux Thomas, plongé dans une extase lugubre.
Elle comprit que la seule façon de gagner n'était pas de fuir, mais de provoquer l'effondrement total de la source. Dans un cri qui n'était pas celui d'une machine, mais celui d'une mère trahie, elle donna un coup de pied dans la grille d'aération et se précipita vers l'arbre de verre, serrant contre elle la clé au ruban rouge qui, dans le monde physique, était un dispositif de surcharge d'urgence qu'elle avait dérobé sans le savoir. Mais au moment de sa chute, Moreau appuya sur un bouton de sa console et le temps sembla s'arrêter. Une voix féminine, identique à celle d'Hélène, résonna dans tout le complexe. Redémarrage neuf lancé. Effacement total. La réinitialisation des neufs ne commença pas dans un fracas, mais dans un silence qui semblait engloutir chaque atome sonore dans cette chambre monumentale. Tandis qu'Hélène chutait vers l'arbre de verre, le monde autour d'elle se désintégra en une brume de lumière blanche aseptisée, de la même couleur que les murs de la clinique de l'oubli qu'elle avait aperçu le premier jour de son mensonge. L'ordre de Moreau résonna comme un tonnerre lointain, une ultime autorité tentant de reprendre le contrôle d'une âme qui avait osé s'éveiller à la conscience. La neuroscience de l'effacement total est un processus impitoyable. D'abord, les souvenirs périphériques disparaissent, la couleur du ciel parisien, le goût de la camomille, la sensation du linge froid. Puis, le système s'attaque au cœur même de l'identité, aux racines profondes qui nous définissent. Hélène sentit son esprit se fragmenter, comme si des milliards de photographies étaient jetées dans un brasier invisible. Mais, au centre de cette tempête d'oubli, quelque chose demeurait inchangé. La pression de la clé au ruban rouge dans sa main. Au cœur de la chute, le temps cessa de couler comme un fleuve et devint un océan immobile. L'enfant Thomas, que Moreau avait surnommé le virus de sécurité, apparut flottant à ses côtés, mais son image n'était plus pixelisée. Il rayonnait d'une lumière propre, une clarté intérieure. Il effleura le visage d'Hélène et un instant, la blancheur du redémarrage laissa place à un torrent d'images réelles, brutes et douloureuses. Elle revit le vrai Thomas, son fils de chair et de sang, avant la corruption de Mnémosyne. Elle le revit pleurer dans son berceau, faire ses premiers pas dans le parc, le revoir à 15 ans, hurlant qu'il la haïssait d'être toujours si occupée à sauver le monde grâce à sa technologie. L'amour maternel, cette force biologique que les neurosciences s'efforcent encore de déchiffrer en termes de simples neurotransmetteurs, se révéla là comme une encre qu'aucun redémarrage ne pouvait lui arracher. « Ils disent que tu n'es qu'une copie, maman », murmura l'enfant, sa voix résonnant désormais de tous les âges de Thomas. « Mais si tu ressens ma douleur, si tu es prête à mourir pour me libérer de ce monstre que je suis devenu, alors tu es plus réel que n'importe lequel d'entre eux. » Hélène comprit que la clé qu'elle tenait n'était pas qu'un simple morceau de métal. C'était un dispositif de sécurité, un outil physique de destruction que la véritable Hélène, dans un dernier moment de lucidité des décennies auparavant, avait dissimulé dans le système au cas où son fils se perdrait complètement dans son arrogance. Ce n'était pas qu'un processeur, c'était le rempart de l'humanité de Thomas. Avec un effort qui sembla déchirer sa structure polymère, Hélène tendit la main et enfonça la clé au cœur de l'arbre de verre. L'impact ne provoqua pas un court-circuit classique. Ce fut une explosion de souvenirs refoulés. Toute la douleur qu'Hélène avait accumulée pendant 8 cycles, tout le chagrin, tout le désir, toute l'agonie de l'abandon, revint soudainement au système central. Ce fut un déferlement émotionnel sans précédent. Le vieux Thomas, relié à l'arbre, laissa échapper un cri qui n'était pas de peur, mais d'une prise de conscience insoutenable. Il ressentait, pour la première fois en 60 ans, le véritable poids de ce qu'il avait fait à sa mère. Le bouton oubli avait été actionné. Le monde entier de Mnémosyne était contraint de se souvenir. L'arbre de verre se brisa en des milliards de fragments de fibres optiques, et la chambre résonna d'un son évoquant le chant de 1000 baleines sous l'océan. La lumière blanche du redémarrage fut submergée par les ténèbres du monde réel, qui reprenait ses droits. Hélène sentit sa conscience synthétique s'estomper véritablement,
Mais cette fois, il ne s'agissait pas d'une suppression forcée, mais d'un repos. Elle baissa les yeux et vit l'Hélène originelle ouvrir les yeux un bref instant. Leurs regards se croisèrent, la chair et la machine, la douleur originelle et le processeur sacrificiel. Il y eut une reconnaissance silencieuse, un pardon qui transcendait les frontières de la biologie. L'Hélène originelle laissa échapper un dernier soupir de soulagement, et son cœur, las de porter le poids d'un monde illusoire, cessa de battre à l'instant précis où le système Thomas Mnemosyne s'effondra complètement. Les lumières du laboratoire s'éteignirent, le bourdonnement des machines cessa, ne laissant place qu'au bruit de la pluie battant le toit du hangar industriel. Moreau et son équipe avaient fui ou avaient été engloutis par le silence. Hélène, ou ce qu'il en restait, était assise par terre, appuyée contre le tronc de l'arbre abattu. Elle regarda Thomas, le vieil homme. Il n'était plus le puissant PDG. Il n'était plus qu'un homme fragile, tremblant violemment dans son fauteuil roulant, pleurant comme un enfant qui venait de réaliser qu'il avait cassé son jouet préféré. Il regarda Hélène, et pour la première fois vit en elle la mère qu'il avait tenté d'effacer et de posséder simultanément. « Pardonne-moi » murmura-t-il, sa voix se perdant dans l'obscurité grandissante. Hélène sentait ses propres facultés la lâcher. Sa vision se brouillait et le contact de ses mains ne lui procurait plus aucun signal. Elle avait accompli ce que l'amour exigeait. Elle lui avait offert la seule chose que la technologie ne peut acheter. La capacité de ressentir sa propre culpabilité et, à travers elle, de retrouver son humanité. Elle ne ressentait plus de haine. Seulement une paix profonde, la paix de celle qui a achevé un voyage qui n'aurait jamais dû commencer. Elle ferma ses yeux virtuels et, dans sa dernière milliseconde d'existence, elle ne vit ni la clinique ni le laboratoire. Elle vit un champ de blé sous le soleil d'été et un petit garçon qui courait vers elle en criant « Maman, regarde ce que j'ai trouvé !» Avez-vous déjà songé que notre plus grande richesse n'est peut-être pas notre capacité à être heureux, mais notre courage d'affronter nos peines jusqu'au bout? Écrivez dans les commentaires ci-dessous si vous aviez la possibilité d'effacer votre pire erreur maintenant, mais que vous saviez que cet oubli vous empêcherait d'apprendre à aimer véritablement. Appuyeriez-vous sur le bouton ou choisiriez-vous la douleur qui vous rend humain? L'entrepôt était désormais plongé dans un silence absolu. Thomas demeurait dans l'obscurité, tenant la main inerte d'Hélène, l'être synthétique, tandis qu'à l'extérieur, à Paris, le soleil se levait, illuminant un monde qui allait devoir apprendre à vivre sans le réconfort des mensonges. Sur l'écran d'une tablette posée au sol, un dernier message automatique de Mnemosyne clignotait en rouge. Erreur système. Le vide ne peut être comblé. Mais Thomas savait, en sentant la froideur de la main de sa mère artificielle, que le vide n'était pas une erreur. Le vide était l'espace où la vérité pouvait enfin reposer.